Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end en ce lundi matin. C'est la matinale d'infos de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indés, ces 130 radios sur le territoire qui sont nos partenaires, des radios indépendantes, et TV 5 Monde. Deux parties dans cette matinale, vous le savez maintenant, le journal des territoires, suivi du club de la presse des éditorialistes, puis la météo, puis territoire d'info avec l'invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est un membre de la direction collégiale du Parti Socialiste, le sénateur PS du Val d'Oise, Rachid Temal, qui est notre invité. Tout de suite, c'est le JT des territoires et je vous y retrouve dans un instant. Un village mosellan propose l'eau la plus chère de France. La commune de Pétoncourt, en Moselle, propose à ses habitants l'eau la plus chère de France. Le mètre carré est actuellement à 5,83 €, mais il va très vite augmenter jusqu'à 10,90 € en 2018. En cause, le coût des travaux de modernisation des installations. Noyés sous les factures, les habitants ont formé le collectif Au Secours pour tenter de colmater les brèches et retrouver un prix correct. Jean-François Ambroise pour Mirabel TV. Robert n'en est pas peu fier. Dans sa maison, il vient tout juste de rénover sa salle de bain. La grande baignoire, on peut aller à deux, moi, ma femme, et on ne pourra pas s'en servir, peut-être bien, puisque l'eau est beaucoup trop chère. Remplir sa baignoire de 220 litres lui reviendra à débourser 2 €, une somme exorbitante. À Pétoncourt, le prix de l'eau potable a explosé en 5 ans. De 1 € en 2012, le mètre cube est passé à 5,83 € et il va encore augmenter en 2018. 8,36 €, puis 10,90 € fin 2018. En cause, l'emprunt de 600 000 € par la commune pour réaliser les travaux de modernisation des installations d'eau. Ils ont été menés en 2012 par l'ancienne municipalité. En 2014, Marie-Claude Dimet hérite de ce dossier, un cadeau empoisonné qu'elle tente d'éponger en vain. Les travaux étaient trop importants ou alors on peut dire les subventions étaient insuffisantes. On aurait pu, si on aurait eu au moins 80% de subventions par l'agence de l'eau et le département, ça nous aurait permis d'avoir un prix moindre sur l'eau. Seule solution, se tourner vers les pouvoirs publics et demander une aide financière exceptionnelle, mais Madame le maire n'a pour le moment pas de réponse. Noyée sous les factures d'eau, une trentaine d'habitants s'est regroupée au sein d'un collectif, son nom, Au Secours. C'est invivable. Pour une famille de 4, on en aurait pour entre 1 700 et 1 800 € par an. Depuis près d'un mois, le collectif épluche le dossier et tente de trouver des leviers d'action pour résoudre ce serpent de mer. Il faut reprendre tout et puis revoir exactement les études qui ont été faites, voir au niveau des emprunts, voir aussi au niveau de la banque, voir aussi avec l'État si ça n'existe pas des subventions exceptionnelles. Donc voilà, petit à petit, on prend un problème, on essaye de gérer. Mais en tout cas, oui, on ne pensait pas, mais le collectif fait beaucoup bouger les choses. Ensemble, les habitants de Pétoncourt espèrent colmater les brèches et retrouver en 2018 un prix du mètre cube normal, la moyenne française étant de 3,50 €. Une nouvelle séquence dans ce journal maintenant. Le principe, un élu nous emmène sur le terrain dans son département pour vous faire découvrir une initiative au niveau local. Aujourd'hui, nous allons dans le Gers avec Raymond Val. Depuis 2015, son territoire expérimente un nouveau dispositif, le contrat de réciprocité. Objectif, dépasser le clivage ville-campagne en encourageant les coopérations entre les espaces ruraux et urbains. Un reportage de Fabien Recker pour Public Sénat. C'est le plus grand site industriel d'Europe. Il s'étend sur 700 hectares. Les halls d'assemblage d'Airbus sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, d'où sortent entre autres l'A350 et l'A380. 25 000 employés travaillent ici sans compter les nombreux sous-traitants. Un gigantisme qui n'est pas sans poser quelques problèmes. 40 000 personnes rentrent sur notre site. Je disais 34 000 places de parking parce que très peu de transport public. Donc forcément, dans ces déplacements pendulaires, tous les matins, entre 7h30 et 9h, évidemment, tout le monde arrive sur cette zone aéroportuaire et ça congestionne. Alors, pour soulager le site de Blagnac, Airbus permet dorénavant à certains salariés de travailler à distance. Raymond Val, sénateur du Gers, voilà une opportunité.
Pour lui, le télétravail est un argument qui permet d'attirer des salariés d'Airbus sur son territoire. Nous avons besoin d'accueillir de nouvelles populations dans le Gers, qui ne compte que 190 000 habitants. Il y a 150 ans, il en comptait 300 000. Donc vous voyez, on a des capacités d'accueillir de nouvelles populations, jeunes, actives, qui enrichissent notre territoire, tout en permettant à cette métropole d'avoir une proposition d'accueil qui est originale. Les gens qui viennent d'autres pays européens, herbusiens en quelque sorte, mais ils ne font pas tous le choix d'habiter au centre de Toulouse. Une métropole congestionnée à proximité d'un territoire rural en perte de vitesse. Un contraste qui a mené les deux collectivités à signer un contrat de réciprocité. Objectif, mieux coopérer sur le tourisme ou l'alimentation et faire du développement du télétravail une priorité. La face plus difficile de la croissance toulousaine, c'est que aux heures de pointe, nous sommes embouteillés. À partir du moment où cette croissance et le travail qui en découle peut être organisé de telle manière que certains acteurs économiques, certains agents, certains employés n'ont pas besoin de se déplacer pour travailler, peuvent travailler depuis chez eux, alors on gagne beaucoup parce qu'on soutient le développement sans provoquer les problèmes de mobilité que connaissent les grandes villes et qui généralement vont avec ce développement. Un développement que les élus gersois espèrent drainer vers l'ouest du département plus enclavé. À 50 km de Toulouse, Gimont, sur l'itinéraire grand gabarit emprunté pour le transport des pièces détachées de l'A380. Sur ce chantier, une zone d'activité doit sortir de terre d'ici l'été, dont 150 mètres carrés de bureaux dédiés au télétravail. Il nous semble intéressant à 25-30 minutes de Toulouse demain de pouvoir mettre à disposition des lieux adaptés. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, le télétravail va devenir l'essence même de nos territoires ruraux. Je suis convaincu qu'on a une opportunité de développer le territoire, de ne pas être simplement des villes dortoirs. Bonjour Cédric, comment ça va? Mais certains n'ont pas attendu leurs élus pour prendre les devants. À 20 km de là, dans le village de Samatan, Cédric Danflou a ouvert un espace de coworking il y a 3 ans. 180 mètres carrés de bureaux en accès libre. Pour lui, c'est l'avenir du travail en zone rurale. J'avais le souhait d'avoir une activité qui impacte mon territoire. Voilà, c'était vraiment un souhait que j'avais. Et le tiers-lieu et le télétravail permettent de remettre un petit peu d'économie dans ces zones qui sont délaissées. Sur les 1300 salariés d'Airbus en télétravail pour l'instant, seulement 25 vivent dans le département du Gers. Mais Raymond Val espère qu'avec les investissements nécessaires, de plus en plus d'entreprises feront travailler leur personnel à distance. Loin des nuisances de la métropole, le Gers est prêt à les accueillir. Au domaine du Bercail à Puget-sur-Argens, le vin produit est salué par tous les amateurs. Rien d'exceptionnel pour un rosé varois, si ce n'est que la récolte et la production sont assurées par des personnes en situation de handicap mental. Noélia Ceballos-Terren pour Var Azur TV. Les vendanges sont terminées, mais le travail ne faiblit pas dans ce vignoble. Les dernières feuilles doivent être enlevées avant l'hiver. Au domaine du Bercail à Puget-sur-Argens, les vignerons sont en situation de handicap mental et partagent tous la même passion pour leur travail. On fait les vendanges, on prétaille, on débourgeonne, on répare les fils de fer, on change les piquets, tout ça. Oui, c'est agréable de travailler en pleine nature, oui. On est très contents, oui. Le travail qu'on fait toute l'année. Et il est vraiment bon le rosé du domaine Le Bercail. Oui. Le résultat de leurs efforts se retrouve dans ces barriques. Ici, on s'occupe soigneusement du vin sous le regard attentif du maître de chai. Le domaine du Bercail, ce sont 60 000 bouteilles produites chaque année, en partie sous l'appellation d'origine Côte de Provence. Un gage de qualité qui a fait de ce vin l'un des plus réputés de la région. Déjà, la notoriété, c'est déjà la passion de ces vignerons, notamment de nos travailleurs qui s'investissent de façon très assidue au travail de la vigne et du vin. Bien sûr sous notre contrôle, mais on a des équipes qui se donnent au travail, et ce qui nous permet effectivement de réaliser un travail qualitatif, autant sur la vigne que sur la qualité de nos vins. Pour pouvoir continuer sur le chemin de l'excellence, le domaine s'est vu céder 2 hectares de terrain en plus par la Caisse d'épargne pour une durée de 25 ans. Victime de son succès, le Bercail va ainsi pouvoir répondre à une demande croissante de la part du public et permettre à ses travailleurs d'avancer vers l'intégration. C'est une activité relativement noble qui permet du lien aussi avec les clients.
Et nous, on est très intéressés d'avoir des activités qui permettent à des travailleurs de se faire connaître. Et puis par ailleurs, vous savez, sur cette activité viticole, eh bien, on a par exemple des viticulteurs voisins et amis qui sont concurrents, mais c'est toujours sympathique entre nous, eh bien, qui nous sollicitent pour qu'on puisse faire l'entretien de leur vigne, par exemple. Et donc on a des travailleurs qui sont détachés sur leur parcelle pour entretenir les pieds de vigne. Vous voyez, donc l'idée, c'est que l'on puisse, au fil du temps, permettre à ces travailleurs, pourquoi pas, de trouver un emploi en milieu ordinaire. Et ça pourrait être tout à fait chez ces viticulteurs. Le vin du Bercail cumule les récompenses et a même réussi à rentrer dans le prestigieux Guide Hachette. Un chemin de succès qui n'oublie jamais sa devise, l'humain avant tout. Des créations artisanales insolites prennent forme dans l'atelier vitro-fer forgé de Patrice Herrette à Ouécourt. L'artisan vitrailliste mélange verre, aluminium, cuir et autres matières pour créer des tableaux, lampes, bustes et autres objets de décoration. Après une carrière dans la fibre optique, le créateur espère désormais vivre de son art. C'est un portrait signé de Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Je découpe mon verre, mes petites pièces de verre, que j'insère dans du ruban de cuivre. Un violon en vitraux grandeur nature. Dans son atelier, l'artisan Patrice Herrette mélange aluminium, cuir, verre et autres matières pour créer des pièces artisanales hors du commun. Ça va être chouette, comme tu m'avais dit, à peu près, avec le milieu en or. Oui, le milieu, finalement, au début, je voulais en mettre 2, mais tu vois, j'en mets 3 maintenant. Quand on regarde dans les églises et tous les vitraux, c'est là qu'on est admiratif de ce que les gens font. Puis lui, c'est différent, c'est un autre style. Après une carrière dans la fibre optique, ce fils d'ébéniste a ouvert sa boutique de création vitro-fer forgé en 2014 à Ouécourt, près de Châtenois. Au fil de son imagination, tableaux, lampes et autres bustes prennent forme. Au début, j'avais essayé dans l'autre sens, plus droit, avec des pièces plus grosses. Et après, plus petit, ça n'allait pas non plus. Pas moins de 849 morceaux de verre et 350 heures de travail ont été nécessaires pour finaliser cette pièce. Un travail long et minutieux qu'il aimerait mettre en lumière. J'essaye de faire des concours d'art artisanal pour me faire connaître et faire connaître mes pièces surtout. Voilà. Pour leur montrer que il n'y a pas que les vitraux d'église qu'on a l'habitude de voir, que des pièces moulées, voilà, avec le verre qu'on peut travailler différemment. L'auto-entrepreneur espère qu'il pourra bientôt vivre de son art. Son futur projet, une voiture miniature en vitraux bien sûr. Voilà, le JT des territoires continue. Dans un instant, c'est le club de la presse, puis la météo, et puis à 8h, l'invité politique de Territoire d'Info en direct aujourd'hui, c'est Rachid Temal, membre de la direction collégiale du Parti Socialiste. Tout de suite, c'est la une de vos journaux en province qu'on regarde ensemble. Avec un résumé de l'actualité pour la presse quotidienne régionale ce matin, on démarre par le massacre au Texas avec la une de la Dépêche du Midi. Texas massacre dans l'église. Une attaque a eu lieu hier, vous le savez, dans une petite église de Sutherland Springs, dans le sud du Texas. Un premier bilan fait état de 27 morts pour la Dépêche du Midi. Pour l'Indépendant, massacre en pleine messe au Texas. Un individu armé a ouvert le feu dans cette église. Le bilan est évidemment très lourd. Pour le Midi Libre, c'est les paradis fiscaux qui sont à la une. Les grands de ce monde sont éclaboussés. Elisabeth II, des proches de Trump, de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, de Vladimir Poutine et du Vatican. Des médias révèlent un nouveau scandale. Il y en aura ainsi toute la semaine. Pour l'Écho de Haute-Vienne, Gray a rendu hommage à Alexia. La colère muette, titre l'Écho de Haute-Vienne. Près de 10 000 personnes ont rendu hommage à la jeune joggeuse pour une marche silencieuse dans les rues de Gray. Le meurtre n'a toujours pas été élucidé. Pour le journal du Centre, c'est donc la peur de courir seul, on peut le comprendre. Et puis pour le Berry républicain, ce sont des métiers mal aimés et qui peinent à recruter. À la une du quotidien du Centre, ces paysans triment pour des nèfles dans Presse Océan, Pays de la Loire. Selon une étude de l'INSEE, un quart des agriculteurs gagnent moins de 5 900 € par an. Oui, par an, et 35% des conjoints travaillent en dehors de l'exploitation. Et puis l'écart Macron, un bémol pour Presse Océan. De plus en plus de clients utilisent l'écart Macron, mais les conditions d'accueil ne sont pas à la hauteur de la qualité du service proposé. C'est dans Presse Océan aujourd'hui. Pour l'Écho républicain, permis et carte grise en ligne. Vous le savez maintenant, les administrations se modernisent et les demandes devront se faire en ligne. Pour Sud-Ouest, le grand défi du papy-boom dans le monde, c'est la démographie. À la une de l'édition Pays Basque de Sud-Ouest d'ailleurs, la population mondiale vieillit de plus en plus. Dans 30 ans, la France comptera 20 millions de seniors de plus de 65 ans et la tendance s'accentue. Pour Ouest France, c'est foule
et houle à la Jacques Vabre. Et puis, un titre sur les États-Unis aussi, où l'angoisse des immigrés latinos continue après, évidemment, les mesures de Donald Trump. Pour le Populaire du Centre, Aubusson a tissé le fil de la mémoire. C'est à la une du Populaire du Centre édition de Limoges, avec cette inauguration de cette exposition. Et puis pour Nice Matin, quel pied! 13 300 coureurs ont participé au 10e marathon Nice-Cannes, marqué par le retour sur la promenade. La victoire pour l'Éthiopien Keil Willel, le plaisir pour tous. Vous regarderez ça dans Nice Matin. Vous pouvez d'ailleurs regarder ça aussi sur les sites internet de la presse quotidienne régionale. Voilà, j'accueille le Club de la Presse ce matin avec Jean-Louis Picot. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Cyril. Vous êtes responsable des pages Écho du Parisien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes revenu après quelques semaines d'absence. Merci d'être là. Et puis Michel Richard du Midi Libre, d'ailleurs on vient d'en parler. Merci d'être là ce matin. Avec vous Jean-Louis Picot, à la une du Parisien, on va s'intéresser à des marques de légende qui incarnent des années emblématiques comme Solex ou encore Kawe. Elles sont revenues à la mode. On y revient dans un instant avec vous. Et puis avec vous, Michel Richard, nous allons nous intéresser à la parole de Laurent Wauquiez, votre éditorial dans le Midi Libre, que l'on peut aussi retrouver dans lemidilibre.fr. Vous écrivez « Il frappe comme un sourd, sa virulence choque même certains de ses amis, c'est sa méthode pour faire gagner et se faire élire à la tête des Républicains ». Oui, alors, qu'il cogne, c'est son métier. Hein. Il veut emporter la tête des Républicains. Il a besoin d'exister. Il faut qu'il frappe fort. Il frappe fort. Bon, moi, j'ai toutes les indulgences, vous savez, pour les hommes politiques, surtout quand ils sont en campagne. Ils disent des bêtises, ils disent des outrances. Très bien, quoi. Chaque personne n'est trop dupe de ça. Il veut, vous dites, récupérer une partie de son électorat qui a filé chez Marine Le Pen, c'est ça? Oui, alors ce qui n'incite pas à la modération, évidemment. Quand vous devez récupérer un électorat qui a été dans un parti extrémiste, vous tenez vous-même des propos extrémistes. Donc tout ça est assez logique. Hein. Et puis il est mal, les Républicains vont mal. Il ne sait pas comment se situer vis-à-vis de Macron, qui fait la politique en partie que lui-même aurait fait. Enfin bref, donc il crie. Encore une fois, très bien, indulgence. Bon, maintenant, ce qui ne va pas, de mon point de vue, c'est un certain nombre de propos qu'il tient quand il dit notamment « Macron n'aime pas la France ». C'est insupportable. C'est un propos insupportable qu'il ne faut pas laisser passer, parce que c'est une sorte d'échéance de nationalité qu'il affiche comme ça vis-à-vis du président de la République ou de n'importe qui d'autre. Qui est-il, Laurent Wauquiez, pour décider si quelqu'un aime ou pas la France? Qui est-il pour décerner des brevets de bons ou mauvais français? C'est franchement insupportable parce que vous privez celui qui est l'objet de cette vindicte-là d'une légitimité nationale. Oui, c'est une déchéance de nationalité. Et c'est un argument en outre qui est totalement dictatorial. Comment voulez-vous y répondre? Ni le raisonnement, ni la dénégation ne peuvent faire quoi que ce soit face à cette accusation. Alors on est dans la matinale des territoires, vous l'ignorez pas. La haine de la province quand il parle d'Emmanuel Macron. Vous écrivez d'ailleurs de quel droit est-il donc investi pour juger que le président de la République n'aime pas la province? Là encore, vous comprenez, on peut dire beaucoup de choses. On peut critiquer naturellement la politique de Macron vis-à-vis de la province, vis-à-vis de la taxe d'habitation, que sais-je. Dieu sait que les élus locaux sont sur beaucoup de dossiers très remontés contre la politique de Macron. C'est parfaitement légitime. Mais est-ce pour autant une haine de la province? On peut mener une très mauvaise politique vis-à-vis de la province, pourquoi pas sans en être haineux pour autant. Jean-Louis Picot, ça veut dire quoi? Que Laurent Wauquiez, il est dans l'électoralisme le plus pur pour conquérir la frange dure des Républicains qui va le porter à la présidence? C'est ça ce que dit Michel Richard? Oui, sûrement, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, mais je crois que pour continuer sur Macron, il choisit la mauvaise direction en étant dans le choc frontal, alors qu'on a bien vu que ça n'accrochait pas sur ce genre de démarche face à Macron. Donc c'est plus des idées, des projets, y compris au niveau local, que les gens attendent, je pense. Bon, lui, effectivement, là, sa première priorité, c'est de prendre la main sur un parti. Donc, il est en campagne, tout le temps. Ça veut dire la provocation, ça veut dire pousser le curseur le plus loin possible, mais il est aussi en campagne dans un parti qui est en crise d'identité. Donc,
il tâtonne, il essaye de cogner fort, mais parfois il cogne dans le vide, je dirais. Donc, je pense que ça va continuer comme ça. En plus, connaissant un petit peu la personnalité de Wauquiez, il aime ce côté puncher, justement. Maintenant, est-ce que l'heure est au combat de boxe? Je ne suis pas sûr du tout. Alors, ça ne fait pas l'unanimité du tout dans son camp, Michel Richard. Non, d'ailleurs, ne serait-ce que Gérard Larcher, le président du Sénat, qui s'est démarqué de tels propos, Éric Woerth également, parce qu'il est évident que chacun sent qu'il va trop loin. Et il est d'autant moins excusable qu'on ne peut pas lui faire le reproche d'ignorer ni le sens des mots, ni le poids qu'ils peuvent avoir dans l'histoire. De ses études. Ce garçon-là est normalien, donc il doit savoir à peu près ce qu'est le français, et il est agrégé d'histoire, donc il doit savoir à peu près ce que les mots peuvent avoir comme impact, y compris pervers, dans l'histoire. Donc il n'a aucune circonstance atténuante, et franchement, là-dessus, il a tort et il déchoit. Et en plus, il est maire. En plus, il est maire. Et maire, puis en Velay, donc qui n'est pas une grande ville, il faut le dire, et donc il connaît bien les problématiques de territoire, donc il doit savoir. Donc au fond, il n'y a pas une seule solution. Mais bien sûr, mais naturellement, on peut lui faire confiance pour avoir le sens de la complexité. Toutes les questions gouvernementales, y compris vis-à-vis des territoires, sont d'une infinie complexité, bien entendu. Il en a évidemment conscience. Donc, avoir des propos aussi outranciers, aussi caricaturaux, relève d'une volonté qui s'affranchit de tout sens de la complexité, c'est-à-dire il s'affranchit de la réalité. Jean-Louis Picot, il aura un problème après, c'est rassembler quand même, s'il devient président des Républicains. Il a un problème... Comment rassembler largement après avoir pris ses positions? Il a un problème dès aujourd'hui pour rassembler. Il l'aura ensuite plus que jamais. Mais de toute façon, son parti, encore une fois, cherche une direction. C'est le même cas au PS. Peut-être on sera amené à en reparler rapidement. Mais les deux partis historiques sont aujourd'hui en crise d'identité. Donc rassembler, effectivement. Rassembler, ça veut dire aller récupérer des gens chez Marine Le Pen, ramener au bercail des gens qui sont partis chez Macron. C'est sans doute beaucoup trop tôt aujourd'hui. On est au début de quelque chose avec le nouveau président, cette nouvelle majorité. Donc c'est compliqué. Avec l'exclusion des constructifs aussi, Michel Richard. Naturellement, non, mais ils sont dans la panade, il faut bien le dire. Ne savent plus à quel sein se vouer, où donner de la tête. Alors à défaut de savoir où donner de la tête, Laurent Wauquiez, il donne de la voix. Voilà, la parole de Wauquiez dans le midilibre.fr par Michel Richard. Vous revenez tout à l'heure, Michel, pour le débrief de l'invité politique de 8h, Rachid de Temal, coordonnateur au Parti Socialiste, membre de la direction collégiale. Jean-Louis Picot, nous allons nous intéresser avec vous à la résurrection de marques de légende qui, après avoir connu l'âge d'or, puis être tombées, ont trouvé une deuxième jeunesse. Certaines de ces marques sonnent doux à nos oreilles d'ailleurs, elles sont le symbole d'une époque révolue. Alors j'ai noté moi Kawe pour courir sous la pluie, Solex avec le fameux moteur de vent, on a tous connu, et puis Lip avec la montre automatique. Elles reviennent à la mode? Oui, ou Atari pour les jeux vidéo, les premiers jeux vidéo qu'on regardait sur des écrans qui faisaient 1 mètre de largeur et 1 mètre de profondeur. Vous parlez de vous, hein, pas de vos enfants là. Oui, absolument. Ils étaient passés à autre chose, bien plus moderne, bien plus diversifié. Donc justement, ces marques que l'on cite là, elles ont un itinéraire un peu semblable, qui était des success stories jusqu'à la fin du XXe siècle, début XXIe, autant dire la préhistoire, avec des succès fous. Effectivement, on parlait de Kawe, qui n'a pas porté son Kawe, les fameux coupe-vent, quand on s'en servait plus, on les mettait autour de la taille. Alors ça, la fermeture éclair, c'était la deuxième version du Kawe. La première, il n'y avait même pas ça. Génération, on l'enfilait comme ça, par-dessus la tête. Donc, vous avez parlé de Solex, vous avez évoqué tout ça. Et donc, toutes ces marques, à un moment, ont quasiment disparu de la circulation. Elles ont été rachetées. Il y a des gens qui ont repris les licences. Et elles sont reparties. Elles sont très connues dans l'inconscient elles font partie du patrimoine, de l'imaginaire des gens. Donc ça, en termes commercial, c'est primordial parce que ça reste. Et c'est vraiment une question de confiance pour les consommateurs. Alors, on ne peut pas comparer ce qui était Kawe dans les années 80, on va dire, ou 70, et ce que c'est aujourd'hui. Quand vous regardez les chiffres, c'est entre 250 000 vendus à 60 000. Les photos non plus. Parce les photos non plus. Mais justement, c'est la diversification qui a sauvé en quelque sorte ces marques. C'est-à-dire qu'à un moment, elles ont pris conscience qu'elles ne pourraient plus être à une échelle de grandes ventes très populaires
nucléaires, elles se sont concentrées sur certaines cibles. En l'occurrence, Kawe, c'est devenu, entre guillemets, une marque assez bobo. Alors une retouche à l'italienne, vous écrivez. Exactement. Dans le style aussi. C'est plus classe, alors qu'à l'époque, Kawe, c'était tout sauf classe. C'était sympa, c'était efficace, mais c'était pas classe. Bon, les montres Lipps, c'est autre. Alors les montres Lipps, c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est devenu quelque chose de. Alors on citait, c'est très très vieux comme marque, le général de Gaulle. Après de Gaulle, les bobos, vous écrivez. Voilà, c'est ça exactement. Donc même chose, ils ont ciblé. Atari, pareil. Tout en gardant leurs origines. Je dirais Atari, au départ, on connaissait, c'était le jeu de tennis qui allait à 2 à l'heure sur l'écran de télé. Et aujourd'hui, ce sont des jeux très simples, avec bien sûr la technique moderne, mais ils vont pas sur le terrain d'un Nintendo ou d'autres marques comme ça qui, de toute façon, sont les plus performantes. Ils ont gardé ce côté simplicité qui leur permet aujourd'hui d'être cotés en bourse et d'être revenus sur le marché de manière assez forte. Pour Solex, c'est un redémarrage électrique. Ouais. Tendance. Alors même chose, Solex, à l'époque, on en vendait, je crois, 1500 par jour. Enfin, c'est un truc assez fou quand même en France. Et aujourd'hui, ils essayent de surfer sur l'électrique. Qui a un avenir plus que jamais. Donc pour une marque comme Solex, encore une fois, qui incarne quelque chose dans la mémoire des Français, on peut se dire qu'il y a un avenir pour Solex, même si c'est pas gagné. Hein. C'est une des marques qui est encore un petit peu qui tâtonne. C'est resté français, j'allais dire tout ça, ou pas? Pas tout. Kawe a été repris, on le disait, par des Italiens. Atari, Lipps, tout ça, ça reste quand même encore français chez nous. Mais c'est vrai que c'est des gens qui, à un moment, ont été obligés de se tourner vers des étrangers parce que sinon, ils seraient morts. En l'occurrence, Kawe serait sans doute jamais reparti s'il n'y avait pas ces Italiens qui ont aussi la marque Kappa, qui est une très grande marque de vêtements sportifs, si ces Italiens n'étaient pas venus un peu à la rescousse. Voilà, dans le Parisien Écho aujourd'hui, la résurrection de ces marques de légende. Un reportage vraiment intéressant avec des photos aussi qui nous rappellent le bon temps, certaines belles années. Voilà. Et vous êtes venu évidemment en trottinette ce matin. Exactement. Parce que la trottinette est increvable, vous écrivez. Oui, exactement. Alors la trottinette qui existait dans les années 50 et qui est maintenant l'incarnation de la modernité et de l'électrique, puisqu'il y en a des électriques maintenant. Merci beaucoup. C'est la météo des territoires, le temps qu'il va faire en France aujourd'hui, et puis aussi dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. On la regarde ensemble. On retrouve Jean-Louis Picot du Parisien et Michel Richard du Midi Libre pour le débrief de l'invité politique de 8h qui est Rachid Temal, membre de la direction collégiale du Parti Socialiste. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.